Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. J'attends juste que ma présentation s'affiche et je pourrais vous parler un petit peu de ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Alors, je vais revenir, voilà. Juste vous dire que je crois, et mon entreprise croit, que la ville de demain sera une ville qui sera bâtie sur les nouvelles technologies, bien entendu, sur les réseaux sociaux, sur la virtualité en partie, mais sur le développement durable avant tout. Et ce que j'ai envie de vous démontrer, c'est qu'une petite entreprise, SIG, les services industriels de Genève, eh bien, peut influencer très modestement la ville de demain, mais la ville de demain, ça commence aujourd'hui. Alors SIG, c'est une entreprise qui fournit toutes les utilities, donc tous les services du confort des Genevoises et des Genevois. Donc on amène de l'électricité, du gaz naturel, de la chaleur, de l'eau potable. Nous avons des services énergétiques pour mieux et moins consommer. Nous gérons, valorisons les déchets. Nous amenons de la fibre optique dans les ménages et dans les entreprises. Et nous traitons les eaux polluées, les eaux usées. Alors que peut-on faire quand on est une petite société comme nous, finalement, puisqu'on a une petite ville, même si elle est internationale? Eh bien, je vais vous donner 8 exemples sur des domaines différents. Alors le premier domaine, et tous les exemples seront basés sur du concret, véritablement des expériences qui ont déjà réussi ou qui sont en cours. La première chose, c'est l'efficience énergétique. L'efficience énergétique est un élément majeur de la construction des villes de demain. Nous avons lancé un programme qui s'appelle Eco21, et je suis assez fier de dire que nous sommes un des rares programmes européens qui fonctionnent. Donc il y a des programmes d'économie d'énergie qui fonctionnent aux États-Unis, au Canada, mais en dehors de ça, en Europe, il y a le Danemark, il y a un programme, c'est à Genève. Et donc si vous voyez un peu le schéma, eh bien vous voyez en haut, la ligne rouge, c'est la ligne que la consommation genevoise devrait suivre normalement si on la colle sur la courbe de la consommation suisse. Eh bien, grâce à notre programme d'économie, toute la zone verte, ce sont les économies qui ont été réalisées. Donc l'an dernier, alors que la consommation suisse a augmenté de 0,6%, eh bien, Genève, elle a diminué de 1,5% avec une équivalence en matière, je dirais, de conjoncture économique. Et si nous rapportons ça à l'évolution de la population, puisqu'à Genève, la population évolue plus vite que dans le reste de la Suisse, eh bien, nous avons diminué de 2,3% la consommation en une année. 2,3%, ce n'est pas rien. Et ça veut dire que si on est dans ce rythme-là, eh bien, on pourra atteindre les objectifs d'une société à 2000 watts. On en parle beaucoup. Il y a peu d'exemples de réussite, donc nous sommes vraiment complètement dans cette dynamique-là. Je vais sauter ce slide pour gagner un peu du temps. Ce programme a des conséquences positives sur tous les axes du développement durable. Premier axe, bien sûr, l'écologie. Les économies que nous avons réalisées, 80 gigawattheures, sont l'équivalent d'une municipalité moyenne pour la Suisse, environ 30 000, 26 à 30 000 ménages. Donc nous avons économisé, pour ceux qui connaissent Genève, l'équivalent d'une consommation de la commune de Vernier, par exemple, donc qui est la 18e ville de Suisse. Nous avons des petites villes en Suisse, c'est l'avantage. Nous avons, grâce à ces économies d'énergie, produit en économie d'énergie, en négawatts, comme on dit, l'équivalent de 4 fois la production du barrage qui est au centre-ville de Genève, qui s'appelle le barrage du Sauget, et nous avons donc économisé 2,5% de la consommation totale du canton depuis que ce programme a commencé. Il y a des réelles retombées économiques pour nos clients, et c'est là l'important du développement durable. On y gagne au niveau écologique, on y gagne au niveau social et au niveau économique. Donc nous avons diminué la facture de nos clients de 13 millions. Vous allez dire, c'est complètement fou, une entreprise qui diminue les factures. Et oui, mais c'est une manière aussi d'affronter la concurrence. Il y a beaucoup aujourd'hui d'entreprises électriques qui diminuent les montants de factures, qui même font des fois du dumping sur les prix. Eh bien nous vendons de l'énergie de qualité, nous la vendons au prix, juste prix. Par contre, nous diminuons les quantités. Et puis, chaque fois qu'on investit 1 franc
dans un programme d'économie d'énergie, on a vu que ça générait plus qu'1 franc. Et nous avons investi aujourd'hui 42 millions dans ce programme qui dure depuis 7 ans. Et ça a généré, et ce chiffre est contrôlé par l'Université de Genève, 100 millions d'investissements dans Genève. Donc chaque fois que vous injectez 1 franc, il y a l'équivalent, voire un peu plus, qui bénéficie à l'économie. Et puis au niveau des retombées sociales, eh bien, il y a de la création d'emplois, environ 50 nouveaux emplois, de la conservation d'emplois aussi. Et puis on estime à 5 millions de rentrées fiscales supplémentaires grâce à ce programme d'économie d'énergie. Donc il y a une vraie dynamique là autour. Alors pourquoi ça réussit à Genève? Pourquoi ça réussit au Danemark? Pourquoi ça ne réussit pas ailleurs en Europe? C'est que la plupart, et il y en a des milliers de programmes d'économie d'énergie en Europe, sont lancés par les États. Et ça, c'est une erreur, parce que l'État donne des conseils, mais n'accompagne pas les gens dans la mise en place. Et il faut accompagner les gens dans leur mise en place. Les gens ne sont pas des spécialistes de l'énergie. Et si vous voulez réussir, vous devez prendre les gens par la main et leur dire « je vais contribuer avec toi à ta réussite ». Deuxième clause de succès, il faut agir sur toute la panoplie de la population. La plupart des programmes sont ou ciblés sur les ménages ou ciblés sur les entreprises. Eh bien, nous ciblons tout le monde. Ça doit être une dynamique d'ensemble. Et vraiment, il faut que chaque segment de clientèle, et vous le voyez sur ce tableau-là, avec les prestations qu'on offre, soit touché, avec des programmes vraiment d'accompagnement. L'efficience énergétique, comme je le dis, premièrement, ça permet de consommer moins, de consommer mieux, mais tout en gardant un niveau de confort. Je crois que les gens ne sont pas prêts à retourner à la bougie. Donc il faut vraiment conserver le niveau de confort. Et c'est un chiffre qui vient pas du monde de l'écologie, qui vient du gouvernement suisse, qui est un gouvernement plutôt traditionnel. Eh bien, si aujourd'hui on utilisait toutes les dernières technologies, toutes les derniers standards de fabrication, eh bien, on pourrait garder le niveau de confort que nous avons aujourd'hui avec 20% de l'électricité actuellement consommée. Donc on a un potentiel de 80% d'économie. Alors bien sûr, c'est de la théorie, mais ça veut dire que sur ces 80%, facilement 15, 20, 30% sont économisés facilement. Et puis, nous, dans nos programmes, nous faisons attention que chaque franc investi ne coûte pas plus cher pour une économie qu'il aurait coûté pour développer un nouveau moyen de production. Et aujourd'hui, nous avons déjà atteint cet objectif. Donc des fois, c'est plus simple d'investir dans des économies dans le domicile des gens, dans les entreprises, plutôt qu'essayer de construire des nouvelles installations qui dérangent souvent le voisinage, qui dérangent la nature. Donc là, on a aussi un levier beaucoup plus facile. Et puis, on le dit toujours, le kilowattheure le moins polluant, le moins cher, eh bien c'est le kilowattheure que nous ne consommons pas. Ça, je crois que ça doit être la base même d'une nouvelle ville du futur. Et puis, l'étape suivante, c'est bien sûr les maisons positives. Aujourd'hui, il y a plein d'installations, plein de maisons qui se construisent dans le monde entier, qui produisent plus d'énergie qu'elles n'en consomment. Et là aussi, c'est une vocation de développement que nous voulons avoir à SIG. Moins consommer, c'est une chose. Maintenant, il y a quand même la consommation qui se passe. On n'arrivera pas à arriver à zéro, bien entendu. Donc, il faut vraiment développer les énergies renouvelables. Au niveau de l'électricité, ça, on en parle beaucoup. Au niveau de la thermique aussi, on en parle un peu moins. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous? À Genève, il n'y a pas beaucoup de moyens de production. Les barrages, on les a quasiment tous construits. On a encore une possibilité. Donc, le but, l'éolien, eh bien, nous allons plutôt le construire à l'extérieur de Genève avec beaucoup de difficultés en Suisse, puisqu'on a un régime d'autorisation très difficile. Donc, notre but, c'est de construire du solaire. Donc, le solaire, on a construit déjà 650 centrales solaires pour une petite ville comme nous. Je pense que c'est important. On a développé x26 fois la production solaire durant ces 10 dernières années. Et puis, nous avons un rythme aujourd'hui de construction d'environ 140 centrales solaires par année. C'est un bon rythme. On va essayer de l'accentuer encore un petit peu. Et vous voyez qu'il y a des possibilités partout, sur les toits notamment, de construction d'installations solaires. La production solaire, eh bien, vous le voyez, c'est la production à Genève, l'évolution de la production solaire à Genève. Et aujourd'hui, on produit environ 25% de l'énergie solaire produite en Suisse, rien qu'à Genève. Ensuite, il faut distribuer l'énergie. Et là, nous sommes relativement novateurs, et je pense que les villes de demain devront s'en inspirer. Aujourd'hui, l'énergie distribuée par SIG au niveau de l'électricité, la plupart des clients genevois, ménages ou entreprises, eh bien, notre électricité, elle est sans nucléaire. Et nous le démontrons chaque année.
Chaque année, nous devons, auprès de certificateurs, montrer que si Genève nous commande 100, eh bien, nous devons avoir acheté ou produit 100. Et puis, à l'intérieur de ces 100-là, eh bien, nous devons démontrer que nous avons acheté tant de pourcentage solaire, tant de pourcentage éolien, tant de pourcentage hydroélectrique. Et donc, nous n'avons plus de nucléaire depuis quelques années dans l'approvisionnement de Genève. Deuxième chose, notre énergie est à 100% traçable, certifiée et labellisée. Donc, nous ne distribuons jamais un électron qui n'est pas traçable. On peut vous dire que chaque électron a été produit à tel endroit. Et puis, on le dit peu, mais Genève est aujourd'hui, au niveau de l'électricité, à 93% totalement renouvelable. Les 7% qui restent sont 7% qui proviennent d'une usine à haut rendement qui produit de l'électricité à partir du gaz naturel. Donc on n'est pas encore 100% renouvelable, mais on est très très élevé à ce niveau-là. Et là, c'est aussi assez unique, à part quelques régions scandinaves. Alors, pour vendre de l'énergie renouvelable, eh bien, nous laissons le choix aux clients. Et nos clients peuvent prendre plusieurs produits, donc ils peuvent prendre le produit qui émane du gaz naturel, mais autrement, ils prennent à 93% les produits complètement renouvelables. Et là, ils composent eux-mêmes leur mix énergétique et ils payent des prix différents. Alors, vous pouvez avoir de 100% hydraulique avec une certification relativement élevée, mais vous pouvez aller beaucoup plus loin. Et si vous prenez le produit Vitalvert, eh bien là, vous allez retrouver du courant où il y a un pourcentage de 2,5% moins de solaire et d'éolien, plus vous allez avoir de la biomasse et de l'hydroélectricité, mais avec un label très très puissant, qui est le label Nature MedStar, qui a été mis au point notamment avec l'aide du WWF. Donc on voit quoi, maintenant on laisse le choix au client, le client choisit des produits eh bien, renouvelables si on l'encourage et on market bien ces produits-là. Au niveau thermique, alors là c'est beaucoup plus désastreux, mais comme dans la plupart des régions en Europe, puisque aujourd'hui Genève, là, n'est pas du tout renouvelable. Il n'y a qu'1% renouvelable et 1% produit localement. Donc tout le reste, on l'achète à l'extérieur. C'est en partie pour une moitié du mazout et pour une moitié environ du gaz naturel. Et bien notre but, c'est de gagner des parts de marché avec le gaz naturel déjà, parce que c'est 25% mieux au niveau de l'environnement que le mazout, mais plus largement avec des énergies thermiques locales. Donc nous développons de la géothermie, et ça c'est des nouveaux projets, et entre autres, la région dans laquelle on se trouve aujourd'hui est alimentée comme ça. C'est de la thermique à partir de l'eau du lac. C'est un procédé relativement novateur qui permet, eh bien, quand il fait très chaud à Genève, d'aller chercher de l'eau du lac qui est stable à 8 degrés au fond du lac. Eh bien, quand vous injectez dans des tuyaux de l'eau froide à 8 degrés, ben, vous rafraîchissez les bâtiments. La même chose l'hiver. Quand vous avez des températures très basses à l'extérieur, ben, au lieu de partir de températures très basses, vous partez de 8 degrés et le delta thermique est beaucoup plus facile à réaliser. On est en train de faire de la grande prospection de géothermie et puis dans les combustibles existants, eh bien, on essaie de produire de plus en plus à partir de la valorisation des déchets, à partir du bois et puis à partir du gaz naturel. Comme j'ai dit, c'est un peu moins pire que certaines autres énergies fossiles. Le gaz aussi, on le transforme, je dirais, de manière plus écologique, puisqu'on propose aux clients eh bien, de le compenser par certificat. Alors on se donne un peu bonne conscience, c'est vrai, mais c'est une conscience qui sert, puisque ces certificats sont rémunérés et nous permettent ensuite d'enclencher des actions très écologiques. Donc vous avez un gaz qui est neutre au niveau carbone avec des certificats, mais vous pouvez aussi avoir un gaz beaucoup plus naturel encore, avec 10% de biogaz. Autre activité qui montre notre action dans les villes nouvelles, c'est tout ce qui est lié au réseau. Bien sûr, le réseau électrique, mais le réseau électrique qui devient de plus en plus intelligent. Premièrement, en devenant un instrument de mesure des consommations. Aujourd'hui, une partie des mesures passe par là. Demain, en devenant un outil vraiment de smart grid, c'est-à-dire de réseau très intelligent qui permet à terme de faire de la domotique. Et puis en parallèle, nous développons de la fibre optique. Eh bien, ces synergies de réseau vont pouvoir être des moyens de mieux communiquer, d'échanger des informations avec du contenu de provider, l'Internet entre autres, mais aussi avec des données de consommation énergétique qui vont nous permettre de mieux et moins consommer. Donc à Genève, nous avons aujourd'hui 130 000 foyers et entreprises qui sont reliés en fibre optique. À fin 2016, 80% de la population genevoise et des entreprises genevoises seront sur fibre optique. C'est un accord, un partenariat entre SIG et Swisscom. Et puis, ben, vous voyez que
ça c'est les réseaux qui se développent aujourd'hui en fibre optique, eh bien ils nous permettent, ça c'est un fait de la semaine dernière, de relier certains quartiers à de la vidéoprotection, et puis à gérer des immeubles vraiment à distance. Et le but de demain, c'est d'avoir des maisons intelligentes gérées à travers ces réseaux pour faire du mieux et moins consommé, mais aussi de faire de la sécurité, de la commande à distance, de vos appareils ménagers, de vos systèmes d'entrée, etc. Donc là, il y a aussi un vrai développement pour des entreprises comme les nôtres de construire la ville de demain. Des déchets, je passe assez vite, mais les déchets, le but, c'est de les restreindre au maximum. Ça, c'est la ville de demain aussi. Mais c'est aussi de valoriser les déchets qui vont rester. Et aujourd'hui, on produit de l'électricité, on produit bien sûr de la chaleur à distance par rapport à ça, et puis aussi du compost quand on traite les déchets verts. L'eau, c'est un défi important pour l'ensemble des villes du monde. Eh bien, nous sommes en train de promouvoir véritablement l'eau potable. L'eau potable, je vous la rappelle quand même que c'est 1000 fois plus écologique que l'eau en bouteille. Et l'eau produite à Genève aujourd'hui est une eau comparable en termes de qualité à de l'eau minérale. Donc on vous livre de l'eau au niveau qualité comparable à l'eau minérale, 1000 fois plus écologique, mais vous voyez la charge au niveau des émissions de CO2. Ça n'a rien à voir entre de l'eau en bouteille tout en haut et puis tout en bas de l'eau du robinet qui est mise en carafe. Et puis on parlait bien sûr des qualités écologiques. Au niveau des coûts, c'est 300 à 500 fois moins cher qu'une eau minérale. Ça compte aussi. Et puis, quand on prend des carafes d'eau, eh bien, nous valorisons aussi ces carafes, puisque les carafes SIG, nous les avons fait fabriquer par des artistes, entre autres Zepp, le dessinateur BD, entre autres Ben, le fameux artiste franco-suisse. Et puis, ces carafes sont vendues. Et avec le bénéfice, on finance des installations dans les pays du Sud. On a financé, entre autres, l'eau potable au Cameroun, des centrales d'eau potable au Népal, et puis aussi des écoles et de l'eau potable au Kenya. L'eau polluée, nous la traitons. Là aussi, il y a des vrais défis d'épuration des eaux. Il y a beaucoup de villes qui épurent aujourd'hui très mal leur eau, et ça, c'est très dommageable. Nous avons aujourd'hui 8 stations d'épuration pour Genève, 70 millions de mètres cubes d'eau qui sont traités. Et le but de ce traitement aussi, c'est bien sûr de rendre l'eau pure, de la remettre dans les ruisseaux, dans les rivières et dans les lacs de manière la mieux traitée possible, mais c'est aussi valoriser les déchets qui résultent des eaux usées. Et là aussi, on peut faire du biogaz, nous en faisons, et puis nous pouvons aussi produire de l'électricité. L'électromobilité, là aussi, c'est un métier qui est en lien avec nous. Un point très concret, c'est un partenariat entre ABB, entre les transports publics genevois, certains organismes de l'État de Genève et SIG. Aujourd'hui, nous développons un trolleybus, mais sans fil. C'est un bus qui, en fait, se recharge. Vous voyez, la station de recharge, c'est juste un petit auvent là où vous rechargez. Donc, elle se recharge en 4 minutes au bout d'une ligne, à chaque bout d'une ligne. C'est le temps d'arrêt d'un bus en principe, en fin de ligne, pour se recaler sur les horaires. Et tous les 3 arrêts, elle refait 20 secondes de rechargement. Et ça permet d'avoir un bus aujourd'hui complètement électrique, qui favorise bien sûr la mobilité douce, mais en plus qui consomme de l'énergie verte. Et puis, j'ai parlé beaucoup des métiers de l'énergie. Pour finir, je vais vous parler aussi de la culture de travail, parce que le rôle d'une entreprise, c'est aussi de développer les cultures de travail et d'aujourd'hui préparer aussi les villes de demain en matière de façon de travailler. Eh bien, nous avons lancé auprès de SIG une expérience de nouvelle culture de travail. Donc, nous sommes 1700 employés, nous avons un chiffre d'affaires d'1 milliard par année de francs suisses. Et aujourd'hui, 10% de notre personnel travaille comme ça. Et dès maintenant, on vient de donner le feu vert pour passer de 10 à 50% du personnel. Le but, c'est de dire aux gens, avec les nouvelles technologies, avec des smartphones, avec des PC ou des Mac ultra légers, finalement, vous pouvez travailler où vous voulez, quand vous voulez et comme vous voulez. Ça veut dire qu'on pense que l'employeur ne doit plus aujourd'hui dire tu travailles de telle heure à telle heure, aujourd'hui tu vas faire A, tu vas faire ça, B, tu vas faire ça, C, tu vas faire ça, et puis tu vas le faire ici dans un bureau, assis à cette place. Donc on laisse beaucoup plus de choix grâce aux nouvelles technologies, mais grâce aussi à une nouvelle philosophie de travail. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je vais passer celui-là. On travaille sur 4 cadrans. Le premier, c'est les moyens technologiques, je vous l'ai dit. Donc, bien sûr, des supports qui nous rendent très mobiles,
qui nous permet partout dans le monde à accéder à nos bases de données, à nos informations de travail. Ça veut dire que nous n'avons plus de papier, nous avons dématérialisé totalement le papier. Donc ça, c'est les technologies. Et ça, c'est indispensable. Il faut vraiment que ces 4 dimensions fonctionnent. Ensuite, vous avez le cadre ressources humaines qui doit évoluer. Donc, abolition des horaires, un horaire à la confiance. Une ergonomie de place de travail où vous allez voir, je vous le montrerai, on travaille beaucoup sur l'esthétisation. Vous n'avez plus une place attribuée, par contre, vous avez un espace de vie, j'insiste, une sorte d'appartement dans lequel vous devez bien vous sentir. Et puis, vous devez avoir des choix personnels. C'est vous qui choisissez éventuellement de dire, moi, l'horaire à la carte, à la confiance, ça ne fonctionne pas pour moi, j'aimerais bien un horaire imposé, donc vous pouvez revenir à un horaire imposé si vous avez envie. Repenser la place de travail, donc j'ai dit, plus de place attribuée. Par contre, des aménagements, haute technologie, et puis vous choisissez le lieu le plus adapté à ce que vous allez faire sur le moment. Dans votre vie courante, chez vous, vous faites plusieurs choses. Vous voulez cuisiner, vous allez plutôt à la cuisine. Vous voulez dormir, vous allez plutôt dans votre chambre. Vous voulez lire, certains vont au salon, donc voilà, salle à manger, etc. Chacun choisit à un moment donné, en fonction de ce que la personne veut faire, le meilleur endroit. Eh bien, au boulot, ça doit être la même chose. Et nous avons fait justement des lieux où on s'adapte. De temps en temps, on a envie d'être tout seul, donc on se met dans un lieu seul. Il y a des endroits de créativité, des endroits de cohésion, etc. Donc on fait un endroit vraiment, des bureaux adaptés à ceci. Donc nous ne sommes pas des open space. Je ne crois pas à l'open space personnellement. Et nous mutualisons nos espaces de travail, mais nous mutualisons aussi certaines technologies du style plus personne n'a un grand écran. Il y a des grands écrans communautaires et puis les gens viennent se plugger avec leur ordinateur. Vous mutualisez énormément les places de travail. Moi, j'ai mesuré ma place de travail, ma présence à ma place de travail. En tant que CEO, je suis environ 10 à 15% derrière mon bureau. Tout le reste, je ne suis jamais là. Et on m'a filé le plus grand bureau, bien sûr, de la société, comme je suis le numéro 1. Ça n'a aucun sens au niveau économique, ça n'a aucun sens au niveau écologique, puisqu'on chauffe ma place, on la maintient dans un état important. Donc, en termes d'empreinte écologique et en termes, bien sûr, d'empreinte économique, on mutualise les lieux de travail. Et puis, bien sûr, ça fait évoluer les principes de management, puisqu'on ne contrôle plus les horaires. C'est facile pour un cadre de dire « t'es arrivé 5 minutes en retard, ça ne va pas ». Alors, bien sûr, si vous travaillez en équipe, c'est utile, mais pour la plupart des gens, arriver 5 minutes avant ou 5 minutes après, ça n'a aucun sens et ça ne crée aucune valeur. Donc le cadre devient un animateur de groupe, devient quelqu'un qui fixe des objectifs, bien sûr négociés. Donc on est dans une autre culture. Résultat, on a construit des espaces, vous avez vu, vous pouvez voir, assez sympas, assez colorés, où les gens vraiment bougent durant toute la journée et travaillent, se mettre en groupe pour travailler. Et ceci, aujourd'hui, bien sûr, dégage une nouvelle façon de travailler et ceci contribue aussi à construire la ville de demain. L'objectif de cette culture de travail, c'est mon dernier slide, c'est de réussir de nouveau, un peu comme ce qu'on fait dans l'énergie, sur les 3 dimensions du développement durable. Au niveau social, vous équilibrez mieux votre vie professionnelle et votre vie privée, parce qu'aujourd'hui, quand vous avez un smartphone ou un ordinateur portable, très vite, vous allez prendre vos mails le week-end, durant vos vacances, vous devez, en tant qu'employé, redonner de la liberté en compensation. Vous êtes beaucoup plus attractif pour les nouveaux talents. Depuis qu'on travaille comme ça, les gens des très bonnes écoles, les meilleurs talents veulent travailler chez nous, alors qu'avant, ce n'était pas forcément le cas. Vous êtes attractif parce qu'on travaille un peu comme travaillent les gens dans les nouvelles universités ou les nouvelles écoles de polytechnique. Au niveau environnemental, on optimise nos transports, puisqu'on peut choisir le meilleur lieu, le lieu le plus adapté. Et puis, on diminue, bien sûr, l'empreinte écologique dans les bâtiments. Et au niveau économique, vous générez de la productivité, vous rationalisez les espaces et les moyens. Alors, il y a encore l'attachement à l'entreprise. C'est vrai que les gens ne viennent pas tous les jours dans notre siège, dans notre entreprise. Mais par contre, quand ils viennent, ils créent beaucoup plus de liens. Et en fait, on a peut-être moins de contacts, mais plus de qualité humaine. Et je pense que c'est une bonne façon de travailler. Et c'est aussi une manière d'imaginer la société de demain. Voilà. C'est la fin. Je voulais juste vous montrer qu'une petite société locale, finalement, peut contribuer à construire les villes de demain, comme les autres orateurs de la journée. Et c'est l'addition de ces innovations qui permettront de vivre plus en harmonie et en lien avec le développement durable. Merci de votre attention.